Catherine Olivet a de multiples fonctions. Elle est très importante pour nous. Elle est la présidente de notre conseil d'orientation, mais elle a de multiples autres fonctions. Donc, on ne va pas les dérouler. Je pense que c'est sa parole qui nous importe là. Catherine, c'est à toi. Alors, bonjour à vous. On va faire vite parce que, enfin, je vais essayer de faire vite parce que le sujet n'est pas simple. D'abord parce que vous avez faim. Et puis, si vous avez remarqué comme moi, avec mon maigre derrière, les chaises sont d'un inconfort terrifiant. Et que un éminent spécialiste qui s'appelle le professeur Ancry m'a dit que pour vieillir, fallait avoir le derrière dodu. Voilà, donc ça c'était un préambule, mais authentique, je pense, pour de vrai. Madame la conseillère municipale, elle m'a ouvert une porte à ce que j'avais envie de vous raconter parce que... parce qu'elle a parlé de la fracture numérique. Et par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin, en particulier avec le professeur Lecaux, sur la fracture... comment il a dit quelque chose? Non, il n'a pas parlé de la fracture numérique, lui. Il a utilisé un autre mot. La bio, je sais pas quoi. Le virage du tout biologique, voilà. La fracture numérique, moi, c'est un sujet de préoccupation vraiment depuis de nombreuses années. J'aimerais l'évoquer pour vous d'abord parce que moi, mon ancrage territorial par rapport à ce que nous étudions depuis tant d'années à l'espace éthique, qui sont les vulnérabilités, c'est la Seine-Saint-Denis. Alors même au Niçois, j'ai pas besoin d'apprendre ce que c'est que la Seine-Saint-Denis et son cumul des vulnérabilités. Donc j'avais envie de vous parler de la fracture des sociétés numériques, et puis je peux pas m'empêcher de rigoler avec là encore le magnifique jeu de mots de Joël Ancry sur l'ARS et l'ARS, les arts et l'ARS. Vous avez une autre fracture qui est aussi numérique, qui est représentée par la fracture des acronymes, c'est-à-dire la génération spontanée ininterrompue de nouveaux acronymes dont les acteurs même dans les administrations ne sont plus foutus de savoir ce que ça veut dire. Moi, j'ai pris la main dans le sac un certain nombre de directeurs de l'ARS d'Île-de-France incapables de traduire l'acronyme qu'ils étaient en train de me projeter. J'adore, ça me fait hurler de rire. Voilà, donc moi, ma question, c'est le numérique, le tout numérique, la société numérique, le vocabulaire inaccessible à la grande majorité des gens, le numérique inaccessible, mais le vocabulaire inaccessible. Il crée un nouveau mot chaque minute. Alors j'ai appris digitalisation, numérisation, et puis maintenant je suis paumée au dernier degré, je ne comprends plus rien. Et donc je me suis penchée sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer cette société numérique et ces algorithmes de plus en plus perturbants. Alors je vous fais 3 minutes de lecture. Je ne vous dirai pas le nom de celui qui l'a écrit, mais c'est un éminent professeur. La convergence, dite NBIC, N comme monotechnologie, non, excusez-moi, j'arrive même pas à me relire tellement c'est compliqué. N comme nanotechnologie, B comme biotechnologie, I comme technologie de l'information, et C pour sciences cognitives et neurosciences. Désigne l'intégration de ces diverses technologies jusqu'à l'échelle nanométrique de la molécule. Je pense que vous m'avez tous suivi. J'ai lu, j'ai relu, j'ai relu, j'ai relu, j'ai gratté et j'ai pas arrivé. Toutes ces techniques nécessitent le traitement algorithmique. J'adore, c'est poétique. Algorithmique de métadonnées ayant recours à l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, comme ça, à première vue, c'est compréhensible par tout le monde. Le seul problème, c'est que recouvre un concept dont je ne sais si l'intelligence est intelligente et si l'artificiel est vraiment artificiel.
Et pourquoi je me pose ces questions-là? C'est que, en réalité, les technologies de ce type-là, elles ne se commandent pas toutes seules. Elles ne sont pas intelligentes toutes seules, elles sont intelligentes parce qu'il y a des programmeurs qui les programment et qui leur donnent des instructions programmatiques pour exécuter en allant piocher dans leurs données complexes et leur énorme diversité de données, d'aller piocher des informations qui vont leur permettre de s'installer comme décisionnaires. C'est intéressant de savoir que le CCNE, dont nous avions d'éminents représentants dans la salle, le CCNE a repéré ces dangers extrêmement importants du traitement algorithmique et a donc pondu deux décisions pour essayer de faire échapper le pauvre citoyen que je suis et que vous êtes aux dangers de la société algorithmique. Le CCNE a repéré 2 drames. La délégation à l'intelligence artificielle de la décision du médecin. C'est-à-dire que ce n'est plus le médecin, et on l'a vu au cours de ces 2 dernières années, des pics épidémiques. Ce n'est plus le médecin qui décide pour un patient, c'est les algorithmes qui donnent au médecin le conseil d'appliquer telle ou telle chose qui est statistiquement, numériquement valable pour le plus grand nombre. Donc le médecin n'est plus ne soigne plus des patients, il délègue à l'intelligence artificielle sa décision. Et puis l'autre grand danger, c'est la délégation à l'intelligence artificielle du consentement du patient. Tous, vous, depuis des années, vous avez vu, vous vous êtes approché de cet enjeu essentiel qui est ne rien faire sans avoir donné les explications compréhensibles et loyales, ce sont les termes, pour que le patient puisse donner un consentement éclairé. Alors, le CCNE a inventé la garantie. Je suis obligée de lire, mes chéris, parce qu'il y a trop de notions et je me perds. La garantie humaine. Alors, la garantie humaine, c'est la supervision. Et vous continuez à me suivre. La supervision a posteriori d'une garantie humaine constituée de représentants des médecins, des paramédicaux et des usagers, s'assurant a posteriori que la décision médicale prise par algorithme correspond bien rétroactivement à la meilleure prise en charge qu'on pouvait proposer. Vous savez, ça me fait penser inexorablement aux Belges qui peuvent attaquer l'euthanasie qui a été pratiquée a posteriori, comme si le fait permettait de ressusciter. Et je vous signale à tous, si vous l'ignorez, que la HAS a introduit la garantie humaine dans l'auto-évaluation obligatoire des dispositifs médicaux utilisant l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, ça va très très loin. C'est dans la liste des obligations de la HAS. Alors, les innovations, je vais vous donner un exemple très concret d'innovation technologique déjà mise en œuvre. Et vous allez voir les retombées que ça peut donner. À Las Vegas, en janvier 2020, donc juste avant nos grandes crises, il y a eu la présentation d'un certain nombre j'adore Las Vegas, plus ça, je trouve ça vachement joyeux, d'innovations technologiques déjà mises en œuvre aux USA et en France et en Italie. Moyennant la modeste somme de $99, vos couches d'incontinence vont être équipées d'un capteur qui permet, c'est pas, je ne parle pas au futur, je parle au présent, qui permet en permanence de surveiller votre température, d'analyser vos urines, et qui peut le moins, qui peut le plus, peut le moins. En plus, elle vous retrouve le vieux qui s'est taillé et qui s'est perdu dans la rue. Un rêve. Un rêve de technologie quand même, avouez. Eh bien, quand vous l'appliquez aux obligations du coût, ça je m'adresse aux professeurs de santé publique,
du contrôle des coûts en santé publique des infections urinaires à répétition associées au mésusage des antibiotiques et du coût de ces mésusages en créant des résistances aux antibiotiques. Eh bien, quand vous additionnez ces données au fait que cette couche existe, je peux vous assurer que dans un avenir assez proche, pour tout patient ayant déjà fait une première infection urinaire, recevra, prise en charge par la Sécu, ça coûte moins cher, une couche connectée et devra obligatoirement la porter. C'est l'avenir logique de la logique de ce qui nous est déjà organisé et préparé. Donc tout ça, ça me pose quand même quelques questions, mais ça me permet de vous faire une autre prédiction dont je suis quasiment certaine. Vous me couvrirez d'injures par mail si je me trompe, mais j'aurai peut-être la chance d'être morte avant. À force que nous en ayons marre de présenter toutes les 5 minutes notre passe sanitaire sur notre portable, que va-t-il se passer ? On va nous expliquer, parce que ça je peux vous garantir que c'est vrai, que la rage en France a été éliminée en rendant obligatoire la puce électronique et la vaccination contre la rage de tous nos mammifères. Eh bien, on va nous dire que la puce, qui va nous éviter de sortir notre portable tous les 5 minutes, est quand même une excellente proposition. Et nous tendrons tous notre bras pour être pucés, comme l'étaient les chiens il y a 20 ans, parce que ça va nous arranger, ça va nous éviter de nous enquiquiner à chercher notre portable au fond du truc. Donc vous voyez comme les dérives, les déviances, elles sont extrêmement faciles, d'autant qu'elles nous sont présentées systématiquement comme un avantage auquel nous ne pouvons qu'adhérer. Alors, par rapport à ça, moi, dans mon questionnement numérique, je me suis penchée sur le problème, justement, de l'éthique de la programmation. Parce que c'est quand même le programmeur qui contrôle tout. Et Emmanuel me dit qu'il faut que je m'arrête. Je me fatigue. Oui, je peux... Voilà, sur la programmation qui, me semble-t-il, relève des enjeux principaux qu'il nous faut penser et réfléchir. Alors, vous avez deux types de programmation. Vous avez la programmation utilitariste. La programmation utilitariste, c'est chacun compte pour un. C'est le fameux dilemme du tramway. Vous savez, il continue sur sa lancée, le tramway, il va écraser à coup sûr 5 personnes. Si le conducteur du tramway pousse sur un levier pour mettre en route un aiguillage qui va le diriger vers la voie de gauche, il va n'en tuer qu'un. La théorie de la programmation utilitariste, c'est vaut mieux en tuer qu'un qu'en tuer 5. Qui s'oppose à l'utilitarisme dans ce cas-là ? À part que, comment va-t-on faire si c'est l'homme conducteur du tramway qui pousse la manette ? Il va quand même être responsable de la mort d'un homme, même si dans la balance, il en a sauvé 5. Donc il va falloir programmer avec des algorithmes un outil automatique qui va pousser sur le levier pour changer de voie. Donc vous voyez que l'utilitarisme impartial, mais le programmeur, il va dire quoi ? Si l'unique, celui de la voie de gauche, qui va être tué, bon Dieu de moi, si c'est ma mère. Donc il faut que j'introduise dans la programmation le fait que grâce à la reconnaissance faciale, le tramway écrasera 5 personnes, mais pas ma mère. Et si c'est mon enfant, idem. Il faut que je fasse un programme qui me permettra de sauver mon enfant. Et si c'est un vieux, pour sauver 5 personnes jeunes, vachement mathématique, logique et impartial. Mais si ce vieux
est un éminent professeur de 70 ans d'un institut du sud de la France qui est sur le point de découvrir le vaccin universel capable de nous exempter de tous les Covid, y compris de tous les mutants. Pour mieux que j'en tue 5. Donc vous voyez que dès qu'on fait de l'individualisme, comme disait Monsieur Lecause, dans la programmation utilitaire où chacun compte pour un, on se plonge dans des océans de doute, dans des océans de virages qui sont imposés par la notion qu'évoquait aussi qui est l'affection, qui est le déclenchement affectif, qui ne peut se résoudre ou qui ne peut résoudre l'homme aux seules mathématiques de 1 contre 5, mais qui est pour qui mon cœur palpite. Et là, on rentre dans des mystères insondables et que vous n'arriverez plus à programmer. Donc, je vais essayer... Il y avait juste une autre façon de programmer. Je suis en train de chercher. Oui, par rapport à cette complexité que je viens d'introduire en vous parlant de tous ces questionnements qui vont influencer la programmation, qui ne sont pas rationnels, qui ne sont pas mathématiques, qui ne sont pas les mêmes pour tous. Comment vous, professionnels, et là je m'adresse aux professionnels, comment allez-vous être capable d'identifier des valeurs alors que la complexité du numérique ne vous permet plus d'identifier des valeurs sur lesquelles vous appuyez communément pour organiser les progrès que vous souhaitez. Quand la complexité vous prive de la vue même du repérage des valeurs communes, comment allez-vous faire? Moi, je ne sais pas, je serais probablement morte. Mais en tout cas, je vous livre mon inquiétude. Voilà. Alors, juste pour conclure, et vraiment pour conclure, puisque vous avez très faim, la science nous dit ce qui est à ce jour, parce que nous avons vécu 2 ans où la science variait tous les jours. Donc la science ne vous dit rien d'autre que ce qui est à l'instant présent, variable selon un certain nombre de données. La morale, parce que moi je lâche le grand mot, c'est la morale. La morale, c'est l'éthique. La morale vous dit ce qui doit être. Comment vous repérez dans cette complexité des données pour savoir ce qui doit être. La science est descriptive et cherche les causes, c'est pour ça qu'elle varie. La morale est normative et cherche les raisons de nos actions. La sagesse des pratiques pourrait être la capacité d'agir de la bonne manière au bon moment pour la bonne personne. Oui, mais dans cette immense complexité du numérique, des algorithmes et de la science moderne, comment allez-vous vous repérer pour découvrir, détecter la valeur au sein du relativisme que nous a évoqué certains et au sein de l'utilitarisme que vous ont évoqué d'autres. Anticiper, apprendre à hiérarchiser, se parler, s'interdire de s'interdire, se révolter parfois peut avoir du bon, et puis y croire. Je vous supplie, il reste toujours une valeur suprême, c'est la valeur d'y croire. On vous demande de rester encore quelques minutes dans la salle. Moi, j'ai 2 choses à vous dire et je passe le micro à Emmanuel. La première, c'est que on va plus se retrouver en plénière. Vous allez partir en atelier et puis chacun rentrera chez lui. Donc, on remercie par avance l'ensemble des intervenants, l'agence qui nous a accompagnés, Jessica, Martia, l'ensemble des membres de l'espace éthique. On espère que vous allez être, vous êtes là ici, voilà,
à la fois en présence et en distanciel. Ceux qui sont en présence et les autres, on attend aussi que vous soyez les ambassadeurs de ce que vous avez, ce qui vous a nourri, de ce que vous avez entendu, de ce que ça vous a donné à penser. Il reste de la documentation, il reste des sacs, il reste des documents. Si vous voulez en emporter pour vos collègues, vous pouvez en prendre en partant. N'hésitez pas à dévaliser l'ensemble des stands, c'est vraiment fait pour ça. On travaille, nous, toujours en réseau et dans une dynamique. L'an prochain, grâce à Pascal Ferralis, on a d'ores et déjà des dates en septembre pour une nouvelle édition ici. Mais aidez-nous à porter ce message d'être non seulement notre réseau, mais une communauté aussi qui partage ensemble des valeurs. Ça nous tient très à cœur. Emmanuel. Merci. Je voulais remercier bien sûr Catherine de son intervention. J'aimerais bien voir l'écrit et les développements. Lui préciser qu'elle pourra participer à notre DU numérique, puisqu'on a un DU du numérique, et peut-être qu'elle reprendra un ou deux points, notamment, c'est pas le CCNE, et je salue Karine Lefebvre, qui est la vice-présidente du CCNE, qui je pense est dans la salle, en tous les cas elle y était tout à l'heure. C'est pas le CCNE qui a inventé cette catégorie particulière de garantie humaine, c'est David Gruson. Et d'autre part, je précise, puisque tu as vu l'inquiétude de l'usage de ce concept, que dans la loi de bioéthique d'août dernier, il n'a pas été repris par le Parlement. Donc c'est un concept intéressant qu'on a d'ailleurs travaillé à l'espace éthique parce qu'on émettait aussi un certain nombre de réserves. Donc c'était important de le citer. Puis d'autre part, quand tu as parlé effectivement de l'automation en quelque sorte, vous avez toute une réflexion de philosophie morale très très importante aujourd'hui sur la voiture automatique. Et il y a une consultation internationale qui a été menée et on y est attentif. Je vous le dis d'autant plus avec de l'aplomb qu'on a un DU du numérique où vous pourriez vous inscrire. Et je trouve que c'était important aussi dans l'éthique que d'anticiper ces questions, de les accompagner. Et c'est là où tu as beaucoup d'intuition et je trouve que ton texte il va être très très important parce qu'il y a beaucoup de vérité humaine. Il faut mettre ensuite en interrelation avec toutes les réflexions éthiques qui se développent dans ce champ. Deuxième point, avant de vous faire participer à un petit événement familial, le deuxième point, je voulais vous remercier les unes et les autres d'avoir été là. Il y a eu plusieurs centaines de personnes et je montrais tout à l'heure à Fabrice ces réactions qu'on a avec des gens qui sont à distance. Et grâce à Pascal, ils pourront ne pas être en distance parce que j'espère que l'épisode pandémie va d'une certaine manière se dissiper et qu'on se retrouvera avec un peu de normalité, y compris en matière de politique. Mais ce qui est assez important, c'est qu'on a passé quand même un grand moment. Ce grand moment, c'est un moment qui, pour certains d'entre vous, en tous les cas pour nous, va amplifier notre envie d'aller encore plus loin, d'aller encore faire mieux. On tirera un certain nombre de réflexions. On vous consultera également sur les thématiques. Je trouve que les thématiques qui ont été identifiées par l'équipe en concertation sont plutôt de très grande qualité. Je vais dire à Joël Ancry, je ne sais pas s'il est toujours là. D'abord, effectivement, je trouvais que Bloch, je veux dire, toute la réflexion sur cette défaite, enfin toute la réflexion philosophique et historique, elle était tout à fait d'actualité et j'ai souvent repris l'ouvrage parce que je trouvais que c'était quelque chose d'important. De dire aussi que pour le plan MMD, pour le plan de route, il est important de convoquer la dimension sciences humaines et sociales et on sait l'appétence que tu as. Et je vais vous en donner une démonstration, il s'en rappelle peut-être plus. Quand on a été désigné par Roselyne Bachelot, Espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, avec l'équipe, elle était moins nombreuse à l'époque, mais notamment avec Virginie, la première visite qu'on a faite, c'est chez toi, à Sainte-Périne, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que tu incarnais pour nous, à Sainte-Périne, à travers tout ce que tu avais développé, y compris, rappelle-toi, avec des représentants des proches et avec ton équipe, tu incarnais un lieu tout à fait important et on voulait enraciner notre espace éthique dans un lieu du soin qui était emblématique. Donc je vais te dire, j'ai pas besoin de te convaincre, je pense que la dimension sciences humaines et sociales est probablement ce qui a le plus manqué dans l'arbitrage des décisions, dans l'éclairage des décisions. La psychologie, l'anthropologie, l'économie a été en partie sollicitée, mais il y a tout un ensemble de champs qui sont à mon avis importants et qui relèvent finalement de la préoccupation éthique et de la préoccupation politique. Je pense notamment aux sciences politiques. C'est pour ça qu'on va organiser quelques débats avec Sciences Po sur le retour d'expérience, également sur l'expertise dans la décision politique. J'en ai terminé et je pourrais aller très très loin, donc merci à toutes et à tous. Je voulais juste qu'on termine par un petit événement symbolique. Rien de ce qui s'est passé à l'espace éthique
depuis 1997 ne se serait passé sans une connivence avec une personnalité qui va venir, qui est une personne discrète, à telle enseigne qu'on ne sait pas qu'on a une directrice adjointe à l'espace éthique. Et donc je demande à Virginie de venir, d'abord pour qu'elle vienne ici. Voilà. Elle va venir. Donc c'est la fidèle par rapport aux fidèles. On sait qu'il y a des fidélités. Bon, vous vous êtes rendu compte avec Catherine et bien d'autres personnes qui sont dans la salle et qui ne sont pas là, qu'on partage tellement de choses, qu'on est dans des relations affectueuses, d'amitié. Il n'y a pas une chose qu'on décide à l'espace éthique sans avoir la consultation et l'opinion de Catherine Olivet. Donc on est une grande famille. Mais je pense que dans la famille, la maîtresse de maison, je dirais d'une certaine manière, c'est Virginie. Et alors, je demande aussi à notre artiste de venir. À chaque université, on a remis, j'allais dire, un petit totem, un petit symbole à quelqu'un à qui on était attaché. Par exemple, Pierre-Emmanuel Progeron, à proximité de son bureau, une sculpture, on le voit sur son ordinateur. Attends, avant de la dévoiler, la statue, il faut juste que je termine sur ce point. Et voilà, je disais donc... oui, mais attends, tu vas voir. Et donc, on s'était dit aussi qu'on voudra, et je pense qu'on le fera l'année prochaine, donner un certificat sur une forme qu'on n'a pas encore définie aux personnes qui ont été... parce qu'il y a des personnes qui sont venues à toutes nos universités d'été. Donc vous aurez une surprise l'année prochaine. On va voir exactement ce qu'on va présenter. En plus, dans la prochaine université d'été, et peut-être Fabrice l'a pas dit, on aura également toute l'ouverture sur la cité, c'est-à-dire ce qu'on est en train de développer avec les transports, avec la sécurité à Nice. On va en faire une première restitution. Mais on s'est dit, mais quel est le symbole finalement qu'on doit retenir d'un point de vue éthique de cette pandémie? Et on s'est dit, c'est l'agilité. C'est-à-dire un des concepts qui a été beaucoup employé, et Pascal l'a bien dit, c'est comment les gens ont été agiles, comment ils ont été inventifs, comment ils se sont ajustés aux circonstances. Et on s'est dit, quel est l'animal je ne sais pas si on dit... Pardon? Un singe, non? On s'est dit un chat. Et donc l'artiste va remettre, il va expliquer. Voilà. Et donc vous allez voir, et vous allez pouvoir faire les selfies cette fois avec Virginie. Et voilà l'acte. Voilà. Et donc... non, mais je vous en prie. Merci, chef. Et on ne le répétera pas parce qu'on n'a pas le droit de s'embrasser, mais j'aimerais juste que Jacques il nous dise quels sont les matériaux, parce que ce qui est intéressant, voilà, quels sont les matériaux utilisés. Les matériaux, c'est un ressort, et puis c'est du fer à béton, et des clous et des écrous. Voilà, c'est du recyclage. C'était... J'ai des écrous, je suis tranquille. Et je le dédie aussi à toutes celles et ceux qui nous accompagnent depuis toutes ces années. Et évidemment, à également celles qui sont fanatiques de chats, et on en a énormément dans celles qui nous accompagnent. J'en vois une au fond, Nadine Le Forestier. J'en vois une à gauche, Catherine Olivet aussi. Il doit y en avoir beaucoup d'autres. Merci beaucoup, ça m'émeut beaucoup. Et merci à Jacques, évidemment, pour tous ces écrous dont je vais faire bon usage. Et un dernier point très personnel. Il y a des gens qui doivent se dire le responsable de l'espace éthique a l'alarme facile. En fin de compte, les gens qui savent que depuis des années, il suffit qu'il y ait un peu de lumière, j'ai l'alarme à l'œil. C'est vrai que je l'ai souvent parce que l'éthique pour nous, c'est aussi beaucoup les lumières. Et c'est vrai qu'au moment où on parle d'éthique en ce moment, dans le contexte politique actuel, on pense à l'éthique des Lumières, la tradition des philosophes du XVIIIe et ce que ça nous a apporté. En tous les cas, bon appétit et on se retrouve tout à l'heure. Les moments seront encore plus précieux puisque ça sera un moment un peu de clôture.